Radio One. Dimanche Culture avec Finlay Salès. Sur Radio One. Bonjour et bon dimanche, bienvenue à cette 586e édition de Dimanche Culture, votre magazine culturel hebdomadaire de 11h à midi. Un magazine que vous allez retrouver en ligne sur le www.r1.mu immédiatement après la diffusion de cette émission. Et il faut dire que nous sommes dans une situation assez inédite et exceptionnelle ce matin parce que c'est une émission en direct, live comme on dit dans le jargon, du festival du livre qui se tient en ce moment, ou du moins jusqu'à cet après-midi, à Trou-de-Douce. Et sur le plateau de Dimanche Culture, si on m'envoie l'indicatif, ce serait vraiment bien. Alors, au sommaire de cette 586e édition, sur le plateau, les pieds dans le sable pratiquement, ou un petit podium sur la marquise de Radio One, nous avons Corinne Fleury, la directrice, de l'atelier de Nomade à Paris. Corinne, bonjour. Bonjour Finlay. Nous avons Sharon Paul, bonjour. Bonjour Finlay. Qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Le Cantique du Rasta, dont on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Et puis notre invité vedette, Michel Rakotousson, pour son roman Ambatumang, le silence et la douleur. Michel, bonjour. Bonjour Finlay, bonjour les auditeurs. Voilà, nous allons passer au moins 45 minutes à 50 minutes ensemble dans les conditions du direct. J'espère qu'il n'y aura pas, on dit souvent les aléas du direct, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'aléas pendant cette période-là. Surtout depuis ce matin, nous subissons quelques coupures d'électricité. J'espère qu'on ne va pas surcharger le moteur, comme on dit. Alors, sans plus tarder, on passe à Corinne Fleury. Corinne, rapidement, votre CV. Rapidement. Hein. Rapidement. Voilà, j'ai fait des études de lettres et d'édition. Et depuis 2010, j'ai monté ma maison d'édition, l'Atelier des Nomades, qui est présente à Maurice, donc un projet qui a commencé d'abord à Maurice et qui se poursuit aujourd'hui en France. Donc voilà, après un passage dans de nombreuses maisons d'édition comme Flammarion, Actes Sud, Lamartine. Vous avez acquis toute l'expérience pour aller ouvrir votre propre maison. Alors ça a été difficile, laborieux en termes d'investissement Non, ça n'a pas été difficile puisque, comme me dit mon comptable, je suis une saltimbanque qui, heureusement, n'a pas trop conscience de ce qu'elle fait. Donc, c'est ce qu'il dit de moi. Donc, en fait, je pense que c'est un projet que j'ai démarré vraiment sur un coup de cœur, une urgence, une envie. Et je n'avais pas réalisé en 2010, lorsque j'ai monté la maison d'édition, qu'aujourd'hui, 12 ans plus tard, je continuerai à la faire. C'était vraiment une urgence de valoriser le patrimoine culturel de Maurice par la littérature et par les livres. Et je suis ravie que les lecteurs nous ont soutenus et suivis, et c'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui. Alors pourquoi l'Atelier des Nomades? Quand vous avez trouvé ce titre de votre maison? Parce que je nous définis comme un artisan. Je viens d'une famille d'artisans où on a toujours fait avec nos mains.
Et je crois que c'est pas un hasard que ma sœur et moi sommes toutes les deux Des artistes. des artisans, des artistes. Votre père aussi dans sa... Aussi, en fait, je pense. C'est génétique, quoi. On est né dans une famille où on fabrique avec les mains. Et donc, pour moi, l'atelier, c'était important. C'est-à-dire que même si le livre fait partie d'une industrie, je n'ai pas cette vision-là de ma maison. C'est-à-dire que pour moi, voilà, je prends le temps de choisir un papier. C'est chaque livre un papier. Je fais attention à tout. Au moindre détail. Je peux malheureusement pas les fabriquer à la main parce que ça ferait beaucoup trop d'exemplaires, mais parfois j'aimerais bien. Donc la notion d'atelier pour moi était importante. Et puis nomade, je pense que ça me définit bien. Je suis citoyenne mauricienne, française. Je suis citoyenne du monde aussi. Et puis ce que je voulais exprimer par le nomadisme, c'est le fait de faire voyager les livres. Ça a toujours été le projet du départ, c'est-à-dire que le livre voyage, qu'il reste pas dans une bibliothèque, qu'il bouge, qu'il reste pas dans notre atelier, qu'il reste pas en librairie, qui bouge de famille en famille, de main en main, de Maurice vers l'océan Indien, les autres îles de l'océan Indien, vers la France, ailleurs. Donc on a des titres aujourd'hui qui sont aussi publiés en Côte d'Ivoire, aux États-Unis. Donc voilà, c'était ça la notion du nomadisme. Est-ce que la compétition n'est pas féroce, surtout en France, je pense? Si, la compétition est rude. En revanche, on n'est pas très nombreux sur l'océan Indien. Donc je crois qu'en fait, les gens voient très mal à quoi ressemble la littérature dans l'océan Indien. Donc je pense qu'on essaye de faire un petit trou avec beaucoup de modestie dans ce milieu qui est assez vaste et difficile. Et puis avec vue sur l'Afrique aussi, maintenant dorénavant. Pour moi, c'était essentiel. Je veux dire, Maurice est un pays africain, donc je ne pouvais pas ignorer. En tout cas, ne pas imaginer que nos livres ne soient pas présents sur le continent. Depuis des années, on œuvre pour travailler avec des partenaires sur place. Donc, on a plusieurs livres qui ont été publiés par des éditeurs africains qui sont présents du coup aujourd'hui dans l'Afrique francophone subsaharienne. Et vous rayonnez aussi dans les pays de la Commission de l'océan Indien. Évidemment. Aux Comores. Évidemment, on est présent dans beaucoup de pays de l'océan Indien. Il y a certains pays dans lesquels c'est plus compliqué d'y être. On est très présent à La Réunion et on est ravis d'avoir sur place à la fois un très bon partenaire, un diffuseur-distributeur qui est génial et je crois qu'il le sait. Je n'arrête pas de le remercier pour le travail qu'il fait. Et puis un grand soutien de La Réunion. Je pense que hier ou avant-hier, je le disais encore à la délégation, il y a quelques années à Maurice, lorsque j'étais ici, qu'on était encore très ancrés à Maurice. Les premiers qui nous ont tendu la main, c'était les Réunionnais qui nous ont soutenus tous les ans. On est présent au Salon du Livre de Montreuil, le Salon du Livre Jeunesse sur leur stand, grâce à eux. Pour nous, ce sont vraiment de très bons soutiens, de grands lecteurs et on est très très heureux du partenariat. Alors comment vous avez pu... Les deux auteurs ont publié chez vous. Comment ça s'est passé la rencontre? C'était avec Sharon en premier, je suppose. Alors, en fait, non. C'était le livre de Michel est sorti après celui de Sharon, mais la rencontre s'est faite d'abord avec Michel. Et je pense que et notre rencontre avec Michel, et c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir des événements comme des festivals et des salons du livre, puisqu'en fait, j'ai rencontré Michel. C'était un peu avant le Covid à Mayotte. Donc, on était toutes les deux sur un salon du livre à Mayotte. Je connaissais évidemment Michel de nom, mais je n'avais jamais eu la chance de la rencontrer. Ça a été une très très belle rencontre. On était dans le même hôtel, on a petit déjeuner, beaucoup discuté ensemble. On s'est rencontrés régulièrement et je pense qu'on a eu une très bonne entente mutuelle. On a discuté de diverses choses et pas du tout de ce qu'on pourrait faire ensemble. Et puis est arrivé l'année dernière, en fait, son manuscrit. J'ai été très très agréablement surprise et honorée qu'elle m'envoie son manuscrit l'année dernière et que du coup j'ai reçu avant celui de Sharon. Sharon
la rencontre avec le texte de Sharon s'est faite par la commission de l'océan Indien, puisqu'en fait Sharon est lauréate du prix Indienne-Océanie 2021 avec ce très très beau premier roman, Le Cantique du Rasta. Comme elle a été lauréat de ce prix, donc nous avons eu ce texte entre les mains et j'ai été vraiment subjuguée par la maturité de cette écriture pour un premier roman, et je me dis qu'on a quand même énormément de chance d'avoir un vivier d'auteurs à Maurice, mais plus largement aussi dans l'océan Indien. Voilà, je crois que c'est bien résumé la situation de l'atelier de nomades, la genèse, la création et son développement. Et il y a eu d'autres livres. Je vois Brigitte Masson devant, c'est à la dérobée, je crois aussi. Tout à fait, c'est un recueil de nouvelles de Brigitte Masson qui est sublime, à la dérobée, puisqu'en fait, à la dérobée est au carrefour de Maurice, mais aussi un peu en France. Donc, on a quelques nouvelles en France. Et c'est un et d'autres auteurs mauriciens encore? Oui, tout à fait. On a publié Davina Itou avec Misère, Gabriel Vier, son premier roman Vendeste qui a été prix Jean Fanchette et finaliste du Grand Prix du roman métis. Donc oui, on a publié de nombreux romans. C'est déjà un beau palmarès. Et cette année, en fait, dans notre nouveauté, et j'en suis très très contente, on publie Mélanie Pérez avec Tigane. Qui est une traduction française, il faut dire, de son roman créole qui a été primé par la Creole Speaking Union. Donc on est vraiment très content de cette traduction. C'est une belle prise. Oui, vraiment ravi. Merci pour ce petit entretien. Nous allons nous tourner vers Sharon Paul pour son livre Le Cantique du Rasta. Alors, il faut dire que ce livre est un livre douloureux. Il faut dire, parce que ce livre raconte une page, encore une fois, douloureuse de notre histoire. C'est inspiré de la mort d'un chanteur, Kaya, il avait été arrêté pour avoir consommé un joint. S'il fallait arrêter tout le monde là. Il avait été arrêté, mais l'affaire est devenue politique. Il s'est retrouvé en prison pendant une nuit. Et là, il est mort en prison. La police prétend il a glissé sur un morceau de savon et s'est cogné la tête contre les barreaux. Nous disons carrément qu'il avait été assassiné et que ce décès a provoqué une onde de choc dans le pays, avec au bout des émeutes qui ont duré pratiquement une semaine. Le pays était en sens dessus-dessous et comme toute contestation, comme toute turbulence dérape, on a failli avoir pratiquement des émeutes à caractère racial par la même occasion. Mais d'une manière générale, ce décès, cette mort, cet assassinat a donné naissance à plusieurs créations littéraires, dont le Cantique du Rasta de Sharon Paul. Alors, à quel moment vous connectez à l'affaire Kaya? Moi, à l'époque, j'avais 6 ans quand Kaya est décédée. Et je pense que cet événement est resté ancré en moi. Et puis, j'ai découvert ces textes par la suite. Et puis, avec le prix Indien-Océanie. D'où ça vient, Moi, je suis comme ça. Selon les aléas du direct, on ne peut pas faire 2 radios en même temps. Oui, Sharon. Donc, je disais, avec le prix Indien-Océanie, l'idée, cette admiration que j'avais, en particulier pour Kaya, je me suis dit pourquoi pas en faire un roman. Et le but, c'était vraiment rendre un hommage à cet homme que j'admire. Et puis, il y avait ce besoin de mémoire aussi. Bien sûr, tout le monde s'en rappelle et tout le monde connaît l'histoire. Tous les Mauriciens connaissent cette histoire. Mais il y avait un but littéraire derrière. C'était relié à cet événement, aux grandes thématiques de la littérature, et voilà. Alors il faut dire que c'est pas le récit d'un fait divers que vous faites, bien évidemment, parce que la presse en est emparée. La presse est surpassée dans cette histoire.
vous donnez à votre roman un caractère hautement sociologique par la même occasion. Alors pour les étrangers qui nous écoutent, je crois que c'est bien de situer comment vous avez, dans quelles racines vous avez puisé l'histoire de Kaya. Oui, dans le roman, je souligne, il y a tout l'aspect d'injustice qu'on peut vivre à Maurice. J'ai voulu souligner cet aspect que certaines parties de la population sont mises à l'écart. J'ai voulu faire ça aussi. Et puis, le but aussi, c'était de démontrer que quelquefois, d'où l'on vient, ça ne détermine pas tout à fait ce qui se passe et que à la fin, c'est l'œuvre qui prime. Et dans mon roman, le personnage de Nas, c'est un artiste. Et c'est ça, je voulais souligner le fait que à la fin, c'est l'œuvre qui prime et que on n'est pas déterminé. Il y a l'or qui est présent et qui peut vraiment nous sortir de ces morges où la société nous met. Alors pour ceux qui n'ont pas qui ne savent pas comment ça se passe à l'île Maurice, parce que pour les étrangers, bon, c'est tout de douce, c'est les plages, c'est la mer, etc. Mais l'arrière-pays parfois nous fait honte par les inégalités que ce pays recèle par la même occasion et par l'ostracisme que vivent certaines catégories de personnes, dont d'ailleurs Kaya faisait partie. Et je crois que c'est ça que vous dénoncez dans le livre. Alors je vois la thématique, c'était aussi musique et littérature. Oui. Bon, la musique, je suis une grande passionnée de musique. Et voilà. Vous jouez d'un instrument quelconque? Non, je ne joue aucun instrument. Ah, vous écoutez seulement? Oui. C'est comme moi, quoi. Et c'était vraiment ça. C'était vraiment relier la musique, qui est un art, un grand art, et le relier à la littérature. Je voulais faire une passerelle. Et comme je le soulignais avant, c'était aussi mettre en exergue l'œuvre au sein de nos vies. Et le personnage de Nas était un artiste, il crée de la musique. Et par la même occasion, moi, j'en fais une œuvre littéraire. Et là, c'est ça, je voulais relier les deux. Alors, il faut dire aussi que Kaya ne faisait pas de la musique de salon. C'était une musique militante, une musique de revendication, une musique d'affirmation de ce qu'il est, surtout de son appartenance, et que c'était pas, bien évidemment, pas bien vu. Il fait partie d'une mouvance de chanteurs engagés, contestataires, etc. Oui, effectivement, le reggae et ensuite le reggae, c'est de la musique engagée. C'est une musique porteur de messages et oui, définitivement, c'est pas une musique de bourgeois, on va dire ça comme ça. Oui, et il n'y a pas de honte. Il y a une musique de bourgeois, il y a une musique qui soit pas bourgeois, non. Maintenant, il n'y a plus de mur de Berlin, donc on ne sait plus comment naviguer d'un côté comme de l'autre. Alors, il faut dire aussi que comment dans quelles circonstances Kaya a été arrêté. Peut-être, allez-y si... Oui, à la suite d'un concert, il a été arrêté pour avoir fumé un joint et ce que j'admire chez lui, c'est que bon, il aurait pu. On sait que beaucoup de personnes ont été questionnées après, on les a demandé s'ils ont fumé ou pas. Beaucoup ont dit non. Beaucoup ont dit non et il fallait du courage, je pense, pour dire oui, en sachant ce qu'il attendait après. Et déjà là, on peut voir la force de courage et qu'il a. Oui, justement, c'était lors d'un meeting politique en plus qu'il a sorti son joint et qu'il l'a fumé devant la police. Et comme on avait ramassé beaucoup de personnes ce jour-là, à la question est-ce que vous avez fumé, il a dit oui, c'est comme ça qu'il avait été arrêté. Alors il faut dire que comme si on reprocherait à Bob Marley d'avoir fumé. Enfin, c'est impensable que cela fût autrement. Et c'est dans ces circonstances-là que Kaya a été arrêté et éventuellement qu'il a perdu la vie en prison. Alors, il faut dire que dans certaines prisons dans certaines prisons mauriciennes, on est pratiquement Midnight Express. Hein, si vous avez vu le film, parfois on rentre, on ne sait pas dans quelle situation on va sortir. On sort souvent les pieds devant.
ou qu'on se suicide aussi souvent avec son lavabo ou avec la poignée de la porte. Hein. C'est ce que la police nous raconte très très souvent. Donc, ne vous faites pas arrêter, ou si vous faites arrêter, allumez votre téléphone tout de suite et avertissez tout le pays. Parce que si il y aura pas de caméra pour voir aussi il faut dire que toutes les caméras sont en panne quand il s'agit de prouver quelque chose dans ce pays. Voilà, merci Sharon pour ce témoignage, on reviendra vers vous. Maintenant, notre invité, Michel Rakutusson, comme son nom l'indique. Non, comme son nom ne l'indique. Habituellement, les noms malgaches sont plus longs et sont plus compliqués à dire, comme celui de Eric il y a quelques instants. Là, c'est très facile, c'est Rakutusson, alors il n'y a pas de problème. Cela dit, c'est pas mon nom, c'est le nom de mes fils. Comment ça se passe à Madagascar? En principe, c'est le contraire. En principe, quand vous vous mariez, enfin, avant, chacun avait son nom. Ensuite, après, avec la colonisation, quand vous étiez marié, que vous étiez une femme, vous prenez le nom du mari. Oui. Donc, j'ai pris le nom de mon mari, et qui est devenu le nom de mes fils. Donc, je dis très tranquillement, Rakutusson, c'est le nom de mes fils. C'est bien, c'est bien. Michel, Ambatomanga. C'est déjà c'est le nom d'un village. Le nom est un poème en soi. Alors pourquoi ce titre Ambatomanga? Ambatomanga, c'est, et j'espère qu'on va arriver à le préserver, un des plus beaux villages des hauts plateaux malgaches. C'était le village frontière. Tous les étrangers qui venaient à Madagascar devaient s'arrêter à Ambatomanga pour qu'on fasse une enquête. Et puis après l'enquête faite, ils pouvaient rentrer ou ne pas rentrer. Et puis surtout, le premier collège régional qui menait assez loin dans les études fut créé à Ambatomanga. Donc c'est un mélange. Maintenant ça a changé, hein, la pauvreté a tout nivelé. Mais c'est un mélange très fin de culture, de tradition, d'histoire, et qu'il faudrait peut-être un jour écrire. Alors, votre roman, alors moi j'ai été étonné quand j'ai vu la date. 1894. Oui, j'ai mis 10 ans pour l'écrire. En fait, si on devait me définir, je crois que je suis une chercheuse ratée. C'est-à-dire que pendant 10 ans, non, je le dirais différemment, quasiment depuis ma vie adulte, je vois mon pays s'enfoncer. Mais vraiment s'enfoncer. C'est maintenant le 4e pays le plus pauvre du monde, en passant par le bas. Moi, je l'ai vu riche. Eh oui, quelle année vous l'avez vu riche? Dans les années 60, 70, je l'ai vu riche. Il y a eu beaucoup de intellectuels mauriciens qui étaient venus là-bas faire leurs études. Ah bah oui. Et petit à petit, il a glissé. Et je passe mon temps à me dire, que s'est-il passé? Et j'ai fouillé dans les archives. Je ne fais pas partie des gens qui disent c'est la colonisation qui a tout fait. Non. On a aussi une responsabilité. Et je suis tombée sur le 19e siècle malgache, et là je me suis roulée par terre. Parce que le 19e siècle malgache, celui que je connais bien, celui des hauts plateaux, c'est un mélange de traite. Et la traite, c'est terrifiant. La traite des esclaves, c'est terrifiant. C'est-à-dire que un enfant qui est dans les champs peut être rasié et envoyé sur les bateaux, va voir ailleurs si on y est. Il y a ça. Il y a la justification de ce système d'esclavage qui est terrifiant. Il y a à côté les pirates qui ont débarqué, et puis la colonisation qui a débarqué, et j'en passe et des meilleurs. Et, mine de rien, excusez-moi, je bégais. L'histoire continuant, on en arrive, il y a un frein qu'on n'arrive pas à faire, et on en arrive à la situation actuelle. Et la question, c'est peut-être le début d'une réflexion, je ne sais pas. La question que j'ai voulu me poser à Ambatomanga, dans Ambatomanga, c'est que s'est-il passé quand l'armée coloniale est arrivée? Et là, j'ai dit que je me suis roulée par terre. Je crois que je me suis roulée encore plus par terre. Parce que j'ai lu
un certain nombre d'aberrations et d'injustices, mais jusqu'à présent, je suis nouée. Et nouée. L'armée coloniale, c'était quoi? C'était quelques officiers français. Non, je passe différemment. L'armée coloniale, c'était quoi? C'était des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires parisiens qui ont demandé aux enfants des autres d'aller voir ailleurs comment sauver les sauvages. C'était quelques gosses de famille 18-19 ans qui partaient, là. 18-19 ans, à qui on a dit, tu sais, il faut protéger ce pays des sauvages, et tu y vas, c'est pour le bien de ces pays-là, c'est pour le bien des tiens. Et les mômes, ils sont partis. C'est quoi? C'est des nègres et des arabes qu'on a raflés dans leur pays, à qui on a filé des fusils, quelques munitions, et va voir ailleurs, les tiens qui ne sont pas obéissants, redresse-les. Je suis vulgaire, mais je le fais exprès. Ça, c'est du côté de l'armée coloniale. Lequel, je le signalais là-dedans. Alors, il faut dire que ce qui est intéressant, c'est à deux niveaux. Ouais. Vous parlez de l'armée coloniale parce que les jeunes, il y a des jeunes Français à l'époque qui se sont retrouvés dans cette spirale de violence. Écoutez, c'est comme des jeunes humanitaires maintenant à qui on dit écoute, va en Irak parce que en Irak, tu comprends, c'est monstrueux ce qui se passe. Tu vas sauver la civilisation et le môme il se retrouve en Irak. Va en Ukraine. Ou en Ukraine. J'ai pas osé le dire. Oh, Et je plains beaucoup les Ukrainiens, mais je plains aussi les jeunes soldats russes qui ont des mamans qui pleurent tous les jours en sachant où est mon fils. Passons. Ça c'est du côté français. J'oubliais de dire que la Nivaquine, alors qu'il partait vers un pays de Palu, était au fin fond des Malles. Et les Malles, c'est 3 mètres. Et c'était au fin fond. Ok. Du côté malgache, c'était aussi fabuleux. Excusez-moi, je suis ironique et caustique. Qui on envoyait? Les officiers étaient sur des chaises à porteurs, Ouais, des oui. filanzanes. Ils donnaient des ordres. La reine aussi. La reine aussi. La reine, elle est restée dans son palais. Et les hauts fonctionnaires, ils étaient dans leur palais. Ils en bougeaient pas, ils envoyaient les autres se casser la gueule. Les soldats étaient souvent des petits paysans que l'on envoyait. Ils avaient chacun quelques balles, quelques munitions Et pas assez à manger souvent. et pas assez à manger. Mais j'oubliais une chose, j'ai mis 3 semaines, sinon plus, pour supporter. Il y avait aussi des femmes et des enfants. Il fallait bien faire la cuisine. Il fallait bien laver le linge. Qui en envoyait? Des femmes esclaves, des enfants esclaves et des esclaves qui étaient des porteurs d'une. Là-dessus, il y a le fond de l'histoire, c'est des guerres ethniques, dit-on, des guerres de royaumes, disons, sur lesquelles les Français ont essayé de jouer. Et après l'histoire a été dénaturée, on a raconté qu'une certaine ethnie était les vassals des Français, l'autre non, ce qui est faux. C'est-à-dire que, je parle des Chakalaves, les autres ethnies, les Chakalaves, ont dit, ouah, De puissants guerriers, les Sakalaves. qui étaient de très grands guerriers avec les Mahafali. À qui on a dit, oui, bon, le grand roi Twir, qui est un des grands rois Chakalaves, a dit cette phrase sublime, laissez-le s'entretuer entre eux, après on verra la suite. Effectivement, ils se sont entretués entre eux, sauf que, comme ils attendaient que les Chakalaves viennent rejoindre les Français, quand la colonisation est arrivée, ils ont tué à Ambik le roi Twir et 1 millier de Chakalaves à la mitraillette et au canon. Voilà, la colonisation, le début de la colonisation, c'est ça. Et je vous jure, là, je peux vous le dire que jusqu'à présent, je ne m'en suis pas remise. Parce que le grand discours pour sauver les pays sauvages, cherchez quelqu'un d'autre pour y croire. Pas moi, plus moi. Alors, il faut dire que il y a une dénonciation de la colonisation
et ce qui est tout à fait évident, c'est-à-dire que la propagande était, à l'époque, on prenait des jeunes, on les envoyait en Algérie, de l'Algérie à Madagascar ou ailleurs, en leur disant allez pacifier la région, c'est le rôle de la colonisation, c'est-à-dire christianiser et apporter la culture à ces barbares. Ça, on a vécu tout ça comme tous les pays qui ont subi. Mais il y a aussi cet aspect vu du côté français d'un jeune soldat qui avait été envoyé parce que son père avait fait l'Indochine et qui lui on l'avait envoyé en Algérie, et maintenant après l'Algérie de nouveaux rêves de conquête à Madagascar. Et là moi j'ai été pas surpris par voir la qualité, j'aurais pas dû être admiratif de cette description quand l'armée débarque à Majunga. Oh là là, c'est énorme. Hallucinant. Comme si vous y Hallucinant. étiez, vous. Non, mais j'ai dit que j'ai passé 10 ans de recherche là-dessus. J'aurais pu en faire une thèse. J'avais tellement de hurlements en moi, de cris, de pleurs, que j'en ai fait un roman. Et il y a un ami qui m'a dit c'est une mélopée. Et c'est vrai que même maintenant, quand je pense à ce roman, je dis Andiamant, Lucinti. Et je le dis, Lousti. alors je Jusqu'à vais donner maintenant. quelques indications. L'armée arrive, on leur a dit ça va être comme du beurre. On arrive dans de gros navires avec tout dans ces navires là, hein, d'ailleurs pour la conquête du pays. Bon, ils n'arrivent pas à arriver au port de Majunga parce que la mer est boueuse, qu'il fallait tout débarquer et pousser carrément vers la rive. Et ça a été une aventure extraordinaire qui a duré des jours et des semaines. Alors en plus de ça, la fièvre, les moustiques, le paludisme, etc. Et c'est Sans décrit. oublier qu'il n'y avait pas de toilettes et qu'il fallait faire des trous dans la plage. Faut pas lire avant de dîner, hein. Après, oui, mais pas. C'est une de très belle page d'une littérature, mais au ras des fesses, disons-le. Ça, moi, ça m'a fait mal. Tellement mal que je l'ai relu 2 fois parce que c'est tellement bien écrit de la même manière. Alors, il y a ça. Alors, il faut dire aussi que vous dénoncez d'une certaine manière aussi l'esclavage à l'intérieur du pays. On a tendance à oublier que les tribus malgaches avaient chacune, des esclaves. Et ce sont ces esclaves-là qu'on a envoyés au casse-pipe, carrément. Oui, absolument. Qu'on envoyait au casse-pipe. Alors, est-ce que ça, après ce livre-là, ça vous a libéré un peu? Oui. Maintenant, je suis sereine là-dessus. La rage est la même. Je continue à être enragée et je crois que je finirai comme une vieille dame en colère. Je le suis déjà vieille, en colère, je continue à l'être. Mais il y a une espèce de grande sérénité. Oui. Une très grande sérénité. Je dis une chose, quand ça s'est fait, je n'étais pas là. Par contre, sur les séquelles, je suis là. Et je ne lâcherai pas. Peut-être qu'on me forcera à lâcher. Peut-être. Cela dit, j'adore votre sourire, Finlay. Parce que je pense qu'effectivement, la vieille dame en colère, elle sera en colère. Tant mieux, si c'est une colère créatrice, si c'est une colère qui va nous donner d'autres romans, pourquoi pas? Restez-y, au contraire, restez dans le registre de la colère. C'est bon. Il y a des colères saines, il y a Et il y a le sens de l'humour. Heureusement que je l'ai. Alors, quand on a écrit un truc pareil, le prochain, c'est quoi? C'est une vieille dame qui est, j'en ai déjà parlé, mais je sais pas combien de temps je vais faire. C'est une vieille dame qui est assise au bord du trottoir. Katana? Atana, d'origine esclave, et qui voit le développement arriver. Et c'est un va-et-vient entre le passé et le présent. Et ce passé remonte à quand? Je suis dans le roman, je ne sais pas encore. Je suis dans la période où il faut que je fasse d'abord un travail de chercheur, de chercheuse, pour essayer de comprendre le phénomène.
parce que je peux pas imaginer, je n'ai pas d'imagination en réalité. Mais je fouille, je cherche. J'ai ce qu'on appelle une bibliothèque de chercheurs, et heureusement qu'il y a Rifsic et qu'il y a Google, et je suis C'est plus facile. je suis fourrée tout le temps dans Google, Rifsic, Books, etc. pour essayer de trouver tous les livres. Et à partir de là, ce sont des éléments que je vais rassembler comme un puzzle. Et là, ce sera le roman. Comment il sera, je sais pas encore. Mais je sais que c'est cette vieille dame-là, ce sera sûrement moi. Elle est là et elle regarde et elle voit l'avenir qui n'est peut-être pas rose débarqué parce que c'est l'écologie, parce que c'est l'environnement, parce que ce sont des erreurs stratégiques en développement, parce que c'est l'oubli des autres, c'est l'exclusion de toute une population, etc. Mais comment le dire en termes poétiques pour que tout le monde s'y retrouve? Ce sera le gros travail de vous avez trouvé le style et les termes qu'il faut, hein, oui, ils vont s'imposer. Pour ce roman-là. Oui. Vous ne trouverez pas de difficulté pour autre chose. Parce que ce roman est surtout aussi un roman de style. Je m'adresse à l'éditrice, là, non? Oui. Enfin, c'est pour moi un roman. Je le dis toujours, hein. Michel le sait. Moi, c'est un peu une claque. Donc, quand j'ai lu en tout cas le premier, le tout premier manuscrit, la première version, j'ai été soufflée en fait. J'ai été comme moi, quoi. Parce que pour plein de raisons, parce que c'est une histoire que je ne connaissais pas, c'est-à-dire la naissance de la colonisation française à Madagascar. Je connaissais pas tout ça, c'est-à-dire lorsque les Français débarquent à Majinga, c'est cette traversée dans la il fallait traverser la forêt. C'est incroyable. Donc moi ça m'a beaucoup marqué, et puis surtout elle le sait Michel, et la première chose que je lui ai dite c'est mais voilà, on sent que c'est un texte exutoire, qu'elle a eu besoin en fait, un besoin de coucher sur papier en fait des émotions, l'histoire de ta famille aussi par ce texte. Et en plus, il y a un souffle lyrique. Voilà, et en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est pour moi le roman de la langueur, de la lenteur, et qui est en adéquation totale avec justement cette marche en fait vers la guerre, parce qu'au final, la guerre, elle se déroule quand? Elle se déroule peut-être dans les 10 dernières pages du livre. Mais tout le roman, c'est le processus de comment se prépare la guerre, comment est-ce qu'on envoie des gens. Et ce que j'ai trouvé formidable, parce qu'on pourrait penser que parce que c'est une auteure noire, malgache, qu'elle prend parti, elle ne prend jamais parti, Michel. Elle ne prend jamais parti. En fait, il y a deux personnages. À la limite, il rend le personnage de Le Guin assez sympathique. Il est sympathique. Oui. C'est un soldat colon qui obéit aux ordres. Naïf aussi. Mais au final, c'est ce qu'on se disait avec Michel lorsqu'on le travaillait. En fait, on l'avait pas encore sorti. On était en train de le travailler. C'était le début de la guerre en Ukraine. Quand on voyait les images, je lui disais, mais Michel, on a l'impression que là, ce que tu nous racontes, c'est ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Puisqu'en fait, on se rend compte que les guerres se ressemblent, et même si elles datent, cette guerre du 19e siècle, en fait, ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, c'est exactement la même chose. C'est la même pertinence, en fin de compte. Pour moi, c'était, et ça l'est encore, un roman très très fort, et qui, à mon sens, marquera longtemps à la fois l'histoire en fait sera important pour Madagascar. Je pense que c'est un roman. Oui, c'est un roman qui sera un roman de référence de toute manière, hein, pour la jeune génération. Peut-être, Sharon, comment vous avez réagi? Vous avez déjà lu le roman ou si J'avoue honteusement ne pas avoir lu encore. Mais déjà, tout ce dont Michel parle, je vois que même dans le titre, on peut déjà... Le silence et la douleur. Parce que le jeune esclave ne cause pas, il
il est muré dans son silence. Comment se prononce son nom? Tavao, Tavao. Mm. Qui veut dire? le nouveau, celui qui vient d'être né. En fait, c'est presque un nom pas très aristocratique. Oui, ça c'est sûr, parce qu'il est Tavao. l'esclave. Hein. Alors, Mais- oui, allez-y. Oui, non, ce dont je remercie Corinne, c'est l'accompagnement, parce qu'il y a eu un vrai accompagnement éditorial. Et il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles j'ai compris qu'il fallait que je module, parce que c'était trop violent, trop. Et puis surtout que je retravaille. Et puis surtout, il y a une chose que je peux annoncer maintenant. Il va être traduit en malgache. Ah, Et là, je vais le traduire, enfin, il va le traduire avec moi. C'est un jeune homme qui est poète, qui a une langue malgache d'une perfection extraordinaire. Et là, on va s'y mettre ensemble. Il l'a lu et il a dit cette phrase sublime, je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai dit, je te donne une semaine. Tu le lis et tu me dis. Au bout d'une semaine, il a dit, je pense que je vais y arriver, mais pas seul. J'ai dit, parce que tu crois que je vais te laisser seul avec ce livre? Donc ça va être traduit en malgache. alors moi, je ne peux que vous conseiller vraiment de lire ce roman. Alors, si vous voulez poser une question pour que ce soit pas nous seulement, ça vous dit de poser une question à Michel. N'hésitez pas. J'ai peut-être une dernière phrase. Allez-y. Ce livre, c'est un livre de femmes. Comme toutes les femmes, en mettant un homme au monde, je n'ai qu'une peur, Seigneur, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'on n'envoie pas mon fils à la guerre. Toutes, on se l'est dit, quand on a mis des fils au monde. Pas une guerre, pas mon fils. Alors peut-être cette phrase-là n'aurait eu aucun écho en janvier dernier. Et quand on a vu ce qui se passe en Ukraine, ça a une pertinence extraordinaire. Qui voudrait une guerre qui prendrait nos enfants et nos petits-enfants? C'est dur maintenant de réaliser que c'est possible. Oui, je pense qu'en plus, on a tendance, on a eu tendance ces dernières années à un peu oublier, en fait. Oui, parce que On a oublié, la guerre, c'est la Première Guerre mondiale, la deuxième, on avait un peu oublié. pas celle-là. On avait un peu oublié, et puis, l'Ukraine est arrivée comme une piqûre de rappel de la fragilité. De la fragilité sociale, politique, en fait, dans laquelle notre monde se trouve, et qu'à n'importe quel moment, des fils, des filles aussi, comme ça a été le cas à Madagascar, peuvent être envoyés à la guerre. Et je vous dis, Finlay, en fait, c'est vraiment ce qui m'a... alors qu'on était dedans dans le travail, je me suis dit, mais je suis en train de lire ce qui se passe actuellement. Alors que là, on est au 19e siècle, donc cette répétition de la guerre, je pense que, du coup, on la vit aujourd'hui, mais oui, c'est un rappel. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de cette édition de Dimanche Culture. Sharon, quel est le prochain projet après le Cantique? Je n'ai pas de manuscrit concret pour le moment, mais le travail d'écriture continue et je ne pense pas en avoir terminé avec l'île Maurice. Ça, c'est sûr. Il y a aucune raison de terminer, parce que tout ce qui se passe nourrit notre... on n'a même pas besoin d'imagination, Maurice, pour écrire un roman. Bien sûr. On n'a qu'à s'inspirer de ce que nous voyons tous les jours. Et puis surtout profiter du fait que l'édition dans l'océan Indien se porte bien. Commence à se porter pas mal. Il y a 30 ans, c'était pas comme ça.
Il fallait aller ailleurs ou se faire éditer dans des conditions terribles. Maintenant, c'est ici que ça se passe. Ce sera bientôt à Madagascar, je l'espère. C'est à Maurice, c'est à La Réunion. C'est là. L'histoire, elle est ici. Elle n'est pas ailleurs. Je ferai une excellente politique. Non, mais j'y crois sérieusement. Je me disais bien, il n'y a jamais eu de femme présidente à Madagascar. Non, en tout cas, ce sera pas moi. Il y a eu des reines. Il y a eu des reines. Mais sanguinaires, ces reines aussi, hein, à Il y en a eu, non, il y en a une qui a été sanguinaire, Ravalne première. Il y en a une qui a été très chrétienne, la deuxième, et il y en a une qui était très belle. Alors, ce qui est bien. Alors, moi, j'aurais voulu être Premier ministre à Madagascar. Ah ouais, épouser les trois. Parce qu'il a épousé les trois. Cela dit, la dernière, elle était très têtue. Elle n'en voulait pas, donc le pauvre, il est resté à la porte. Oh là, je vais me faire assassiner. Rajiv, qui m'écoute peut-être pour lui, va me balancer l'indicatif. Un peu de musique là pour... Et nous sommes arrivés à la fin de cette 586e édition. 86e, oui. Édition de Dimanche Culture, votre magazine culturel hebdomadaire, de 11h à midi. À midi, aujourd'hui, exceptionnellement, de Trou d'eau douce, où nous avons assuré cette émission en direct. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission sur le www.r1.mu à la fin de cette édition, sur la rubrique Replay. Ont participé à cette émission Corinne Fleury, Sharon Paul et Michel Rakotousson. Cette émission a été mise en onde, alors là, par qui? Par Yann Ramassormi et Arnaud Michaud et en studio avec Rajiv qui ont assuré, les trois ont assuré la partie technique. Nous nous excusons pour ces gros manquements techniques qui ont hérissé cette émission. Plus la coupure de l'électricité. Sur ce, passez un excellent week-end à l'écoute de Radio One. C'était un excellent dimanche. Moi, je vous retrouve mardi matin à partir de 8h30 pour l'édito du jour. En attendant, ciao! Dimanche Culture avec Finlay Salès. Tous les dimanches de 11h30. Sur Radio One.